Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Duplex. Moi c'est Elisa et aujourd'hui je suis en compagnie de Janelle. Bonjour. Binta. Bonjour. Anaëlle. Salut. Elsa. Hello. Et Lilou. Coucou. Depuis quelques années, et plus particulièrement quelques mois, s'est installée dans le débat public la notion de masculinisme. On en parle notamment suite à l'élection en novembre dernier de Donald Trump et son investiture le 20 janvier 2025 pour son second mandat. Sa garde rapprochée est composée d'Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou encore Peter Thiel. Tous veulent tirer profit économiquement et ou idéologiquement de ce second mandat. Ils forment ce que certains désignent comme la broligarchie, diminutif de bro qui signifie pote et oligarchie. Leur idéologie est toxique pour la démocratie, a des tendances notamment masculinistes. Les origines du masculinisme remontent aux origines du féminisme, car le masculinisme est un antiféminisme. Alors que le féminisme évolue, son contraire, l'idée que les hommes sont dans une grande souffrance causée par une présence trop grande des femmes et des féministes dans la société, évolue aussi. Chaque féminisme connaît son antiféminisme. Mais comme nous l'avons vu, ce phénomène semble être plus présent qu'avant. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur les enjeux gravitant autour du masculinisme. En quoi ce phénomène est-il de plus en plus visible dans une société de plus en plus divisée ? Tout d'abord, pour nous aider à comprendre en quoi le masculinisme nous touche toutes et toutes, il faut comprendre qu'on le retrouve dans tous les aspects de la vie et notamment dans nos représentations quotidiennes. Binta, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces masculinistes ? Bien sûr. Pour commencer, définissons la manosphère. Il s'agit d'un ensemble varié de sites web, de blogs et de forums en ligne promouvant la masculinité, la misogynie et, de manière générale, l'opposition au féminisme. Cette communauté englobe des groupes tels que les militants des droits des hommes, les incels ou encore les men going their own way. On a aussi les pick-up artistes et d'autres groupes de défense des droits des pairs. Bien que leurs convictions restent spécifiques et puissent parfois diverger, ils partagent généralement la conviction que la société est biaisée contre les hommes en raison de l'influence du féminisme. Les termes que tu utilises sont spécifiques et sans y être habitués, ils nous paraissent étranges. La manosphère, elle semble donc avoir un vocabulaire qui est très spécifique et qui est parfois difficile à comprendre lorsqu'on ne fait pas partie de ces groupes masculinistes. Effectivement, la manosphère a un jargon bien à elle. Des termes comme pilule rouge ou encore pilule bleue font référence à la prise de conscience, à la supposée réalité que la société est dominée par le féminisme, ou au contraire au fait de ne pas en être conscient. C'est une référence du coup qui vient du célèbre film Matrix. Les hommes sont souvent catégorisés comme étant des mâles alpha, donc c'est ceux qui sont vus comme étant sexuellement dominants et attirants, et les mâles bêta, ceux qui sont considérés comme étant inférieurs. Des mots comme fémoïde sont aussi utilisés pour déshumaniser les femmes. Cette sémantique justement, elle crée en nous contre eux, où les femmes sont souvent blâmées pour les maux de la société et considérées comme étant le sexe inférieur. La rigidité du langage utilisé avec les déclarations absolues et sans nuance est vraiment une caractéristique de la manosphère. Ces déclarations sont souvent liées au sexe et au genre et visent à ne pas laisser place à du doute ou à une contre-argumentation possible. On voit aussi dans la pop culture que la manosphère est également très présente. On a des figures comme Andrew Tate qui sont devenus des stars des réseaux sociaux pour de nombreux jeunes hommes en diffusant des conseils crus, sexuels et haineux. Ces influenceurs repackagent la rhétorique odieuse de Tate pour leurs propres audiences. On a des podcasts comme Fresh and Fit, par exemple, qui se décrit comme étant le premier podcast pour hommes au monde, qui diffuse régulièrement des propos misogynes et anti-LGBT. Sneako, un autre influenceur, a gagné en notoriété pour son contenu misogyne et haineux et pour les liens avec des figures d'extrême droite. Il est important de noter que certains influenceurs de la manosphère utilisent des contenus liés à la remise en forme pour attirer de nouveaux jeunes hommes avant de distiller justement leur haine des femmes à ces nouvelles personnes. Ces figures utilisent des algorithmes des plateformes comme TikTok ou encore YouTube pour gagner en visibilité et contourner les interdictions. Les algorithmes de ces plateformes jouent un rôle important dans la diffusion de ce contenu. En effet, les algorithmes priorisent les contenus extrêmes et sensationnalistes pour capter l'attention de plus en plus de monde et plus en plus longtemps, incitant ainsi les créateurs de contenu à capitaliser sur les algorithmes pour gagner et
augmenter leur audience et leur profit. Des études montrent qu'après seulement 5 jours d'utilisation, la quantité de contenu misogyne sur TikTok peut quadrupler. Des recherches ont également démontré que 69% des jeunes garçons de 11 à 14 ans ont déjà été exposés à du contenu en ligne qui promeut la misogynie. Les recherches montrent qu'un grand nombre de jeunes hommes se tournent vers Internet afin de trouver des modèles et des réponses à leurs questions avec des liens interpersonnels. Et malheureusement, ces recherches innocentes mènent trop souvent vers du contenu problématique et même extrême. Mais ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça a aussi un lien dans la réalité. Donc comment cette sémantique de la manosphère se retrouve-t-elle avec des effets dans notre monde réel ? L'influence de la manosphère dépasse le cadre numérique et atteint même les très jeunes publics dès 11 ans. Cette communauté est liée à la radicalisation et à des actes de violence envers les femmes. Les personnes vulnérables, particulièrement les jeunes en situation d'isolement, sont attirées par son discours simpliste qui présente les hommes comme étant opprimés et désigne le féminisme comme étant le responsable de tous leurs maux. Comme on l'a déjà dit, le masculinisme est défini dans le dictionnaire français Le Robert comme un ensemble de revendications antiféministes. Mais Lilou, peux-tu nous expliquer ce qu'il en est du féminisme dans tout ça ? Alors en effet, les femmes et le féminisme représentent l'ennemi des masculinistes. Pour le définir, le féminisme dans le Robert se précise comme une doctrine préconisant l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. En 1970, avec la création du MLF, donc le mouvement de libération des femmes en France, et les progrès politiques qui se propagent comme le droit à l'IVG, les femmes deviennent presque libres et égales à l'homme en droit. Aidées par le mouvement de libéralisation des droits humains et la démocratisation en Occident, les femmes s'épanouissent de plus en plus dans la société et obtiennent de nombreuses perspectives d'avenir. Mais exactement comment le masculinisme et le féminisme sont-ils liés ? Alors, de fait, le masculinisme est intrinsèquement lié au féminisme. Quand le mouvement féministe connaît des progrès, on observe justement la création d'un mouvement masculiniste qui naît aux États-Unis et au Canada. En promouvant des idéologies qui ne sont pas nouvelles au cœur de nos anciens systèmes misogynes et androcentrés. Ce qui est alarmant, en fait, c'est la claire réaffirmation dans la société de ces conceptions en réponse à la volonté féministe. Donc les masculinistes se construisent à l'opposé et contre les femmes. Exactement. Néanmoins, les masculinistes ont plusieurs formes de discours et d'exigences. Ils ont pour principale valeur de renouer avec leur masculinité, une masculinité qu'ils estiment menacée dans nos sociétés contemporaines à cause d'un poison qui reste les femmes. Le féminisme chercherait, selon eux, à dépasser l'égalité homme-femme et menacerait l'équilibre et la place de l'homme. Il existe donc des groupes sur les réseaux sociaux, comme l'a présenté Binta, qui poussent le masculinisme à une pratique réelle des convictions de leur mouvement. Et est-ce qu'on observe aujourd'hui des impacts aussi en dehors du mouvement, sur les réseaux, de l'influence des idéologies masculinistes ? Oui, même en dehors du mouvement qu'on a décrit, les idéologies se véhiculent d'elles-mêmes, comme si elles n'avaient jamais vraiment disparu, mais seulement été freinées. Plusieurs discours de personnalités publiques correspondent aux revendications masculinistes. Récemment, dans le podcast de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, Mark Zuckerberg, président de l'entreprise Meta, qui détient les réseaux comme Instagram et Facebook, exprime sa volonté de renouer avec son énergie masculiniste. Il estime que la tendance de féminisation des entreprises émascule les hommes. Je précise d'ailleurs que la part de femmes dans son entreprise est de 35,8%. Pour lui, la masculinité est rattachée à l'agressivité et les arts martiaux. C'est une culture castrée, une pensée courante dans le masculinisme qui voit les femmes comme castratrices. Mais Mark Zuckerberg, il a une grande influence. Il est écouté par des millions de personnes et surtout, il détient des réseaux sociaux où l'on peut exprimer des idées qui touchent des milliards d'utilisateurs. Donc si les idées de parité sont contestées par des individus qui ont une plateforme d'expression aussi grande, qu'est-ce que cela signifie ? Précisément, d'autant qu'en inspectant la gestion d'Elon Musk sur son réseau X, on voit, ce n'est plus un secret, sa tentative d'influencer l'opinion lors des élections comme en Allemagne en ce début d'année. Cela signifie que les milliardaires possédant des réseaux importants peuvent s'en servir comme outil de propagande. De plus, ces opinions masculinistes touchent des personnes influentes ayant parfois le pouvoir de faire avancer ou reculer la parité. L'égalité homme-femme, on le remarque de plus en plus, ne s'apparente plus comme une valeur commune et universelle, mais comme un choix sur lequel on peut revenir. Donald Trump, actuel président des États-Unis condamné pour agression sexuelle en 2022, épaulé par Elon Musk justement sur les réseaux et dans sa campagne en 2024, ne se gêne pas pour tenir des propos sexistes.
Durant la campagne de 2016, il disait si Hillary Clinton ne peut pas satisfaire son mari, comment peut-elle satisfaire l'Amérique ? Donc, pour aller plus loin, le masculinisme s'apparente davantage comme un mouvement répandu, même auprès de ceux qui ont le plus de pouvoir. Il existe donc un écart qui se creuse entre les hommes et les femmes. Effectivement, le Financial Times, à partir de données de plus d'une vingtaine de pays, rend compte d'une progression depuis 6 ans d'un fossé idéologique entre les femmes de plus en plus progressistes et des hommes de plus en plus conservateurs, avec un écart de 30 points environ dans la génération Z. En France, il n'y a jamais eu d'égalité complète entre les hommes et les femmes, mais ce qui alerte aujourd'hui, c'est le regain de popularité des idées masculinistes, malgré les progrès. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes publie un rapport annuel sur la situation française. Celui de 2024 alerte justement sur l'ancrage des réflexes masculinistes et des comportements machistes. Et comment les femmes réagissent-elles à ce mouvement de masculinisme ? Eh bien, en revanche, certains réflexes se développent aussi chez les femmes. Notamment, l'une des démonstrations les plus évidentes est le mouvement des tradwives. Ce sont des femmes qui se considèrent comme antiféministes. Elles estiment que le genre féminin doit revenir à un modèle traditionnel, à la mode des années 50, à titre d'épouse au service de son mari et de ses enfants. Sur le même schéma que les masculinistes, c'est un groupe né aux États-Unis qui s'est étendu sur les réseaux sociaux et qui rejoint la pensée conservatrice du masculinisme. Elles prennent notamment beaucoup de place lors de la dernière campagne américaine. Elles créent d'ailleurs leur slogan en clin d'œil à celui de Donald Trump, « Make America Great Again », en « Make Traditional Housewives Great Again », en faveur donc de leurs revendications. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est la façon dont certaines de ces idées masculinistes se propagent, en ayant de plus en plus d'ampleur. Et ce, notamment sur la scène politique, comme on a pu le voir pendant la campagne de Trump aux États-Unis, par exemple. Ce phénomène a un impact tangible sur notre société et devient un véritable enjeu public. Janelle, tu tenais à nous parler d'un exemple concret, celui de Nick Fuentes. Où est-ce qu'on a déjà pu entendre ce nom ? Oui, donc en effet, vous avez sûrement dû constater ou vu circuler il y a quelques mois sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle ce personnage tenait des propos affligeants et dénigrants à l'égard des femmes. Il a notamment repris le slogan féministe « My Body, My Choice » en parallèle du combat pour le droit à l'avortement et l'a détourné en « Your Body, My Choice ». Donc, il a fait parler de lui il y a quelques mois lors de la campagne présidentielle de Donald Trump, mais il vient d'où exactement ? Il était connu pour tenir de tels propos par le passé ? Oui, donc pour revenir à ce personnage controversé, Nicolas Joseph Fuentes, de son vrai nom, est un militant masculiniste, suprémaciste blanc et commentateur politique d'extrême droite, connu pour ses discours haineux. Après la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines de novembre 2024, Fuentes a trouvé ce moment opportun pour se faire entendre à nouveau, car en effet, il a quelques antécédents. Il a été banni de nombreuses plateformes de réseaux sociaux à plusieurs reprises à cause de ses prises de parole incitant à la haine. Fuentes a même participé à des événements extrémistes ayant conduit à l'attaque du Capitole des États-Unis en janvier 2021. Mais ces polémiques surviennent dans un climat politique tendu aux États-Unis, notamment sur les questions des droits des femmes et leur représentation politique. Oui, dernièrement, il a posté cette vidéo sur TikTok où il se moque ouvertement des droits des femmes, une provocation qui fait écho au contexte politique actuel, marqué par la réévaluation des droits des femmes, notamment en matière d'avortement, après l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême des États-Unis en 2022, prise sous l'administration Trump forcément. Et on peut aussi notifier le fait que Trump était en concurrence avec la candidate démocrate Kamala Harris, une femme racisée, d'où certains de ses dires où il entend que les hommes gagneront toujours et qu'il n'y aura jamais de femme présidente. Quels sont les dangers de tenir un tel discours ? Ce qui se passe sur les réseaux sociaux peut choquer et créer des polémiques, mais en quoi est-ce que ça a un impact dans la réalité ? Donc ce slogan de Fuentes est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Il a clairement joué du buzz. Et si on doit analyser cela, on peut noter premièrement la part d'internautes profondément choqués par ce discours. Moi-même, quand j'ai fait face à cette vidéo, j'ai été stupéfaite. Le fait qu'une telle déclaration puisse être faite en toute impunité et qu'elle soit ensuite partagée en toute conscience, c'est vraiment effrayant. Mais d'autre part, n'a-t-on pas constaté une forme d'approbation de ce genre de discours par certains individus donc masculinistes, et c'est justement cela qui est crucial à prendre en compte. Ainsi, c'est aussi aux modérateurs de modérer. Oui, une parole aussi décomplexée qui se propage de plus en plus sur les réseaux sociaux, sous couvert de développement personnel, si je puis dire, dans certains cas, ou de liberté d'expression, c'est cela qui est véritablement préoccupant, car derrière ce discours se cache un réel danger, celui de la banalisation. Cette normalisation de la haine sur les plateformes va à l'encontre et sont une offense aux principes fondamentaux de dignité humaine, des droits et des libertés des femmes.
Ainsi, l'on observe ici un courant réactionnaire qui réagit violemment aux progrès réalisés en matière d'égalité entre les sexes, et cela représente un véritable défi pour nos sociétés en termes de cohésion sociale, et ce, partout dans le monde. Alors nous connaissons tous les liens entre réseaux sociaux et jeunesse. Mais Elsa, est-ce que tu peux nous présenter les liens entre masculinisme, réseaux sociaux et jeunesse ? Oui, puisque justement cette manosphère qui a été présentée par Binta, donc cette nébuleuse de sous-groupes aux idées misogynes qui entretiennent des liens plus ou moins explicites entre eux, elle s'est créée progressivement sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on assiste à une émergence de contenus masculinistes ou ceux-ci sont-ils seulement en train de se révéler ? Alors les théories masculinistes, elles sont présentes depuis longtemps sur Internet, mais avant elles étaient principalement présentes sur des forums plus confidentiels comme 4chan ou Reddit, avant que ces forums ils se démocratisent. Et ces théories, elles ont cependant connu une popularisation et une banalisation importante en atteignant de nouvelles plateformes plus mainstream comme TikTok, YouTube, Instagram, X ou Telegram. Et les masculinistes, ils ont aussi commencé à créer leurs propres plateformes et leurs propres sites, ce qui complique grandement la régulation et la modération de leurs propos. Aussi, ils profitent également des algorithmes particuliers des plateformes, comme évoqué précédemment, et ils utilisent notamment une optimisation stratégique des moteurs de recherche qui tirent profit des recherches des jeunes hommes et des jeunes garçons sur des sujets comme les rencontres, les relations, les programmes d'entraînement sportifs ou l'argent pour les orienter vers des contenus de plus en plus extrêmes dans le but de réaliser des gains financiers. Et si l'on peut trouver ces discours sur différentes plateformes, cela veut aussi dire qu'on les retrouve sous différents formats en fonction de ces plateformes. Quels sont les profils de ces influenceurs masculinistes et comment leurs discours sont-ils présentés ? Alors ces contenus masculinistes, ils peuvent prendre plusieurs formes. On peut y retrouver des formats longs comme des podcasts ou des vidéos plus courtes. Et les sujets abordés, ils sont également variés et ils peuvent aller du développement personnel visant à atteindre un certain idéal de masculinité prodigué par des coachs de vie ou des coachs en séduction. Mais on peut également trouver du contenu sportif, de pseudo-philosophie ou sur des sujets de société. Et les idées, elles vont de la misogynie radicale, où on peut retrouver des banalisations, des agressions sexuelles, des appels au viol, du racisme, du harcèlement, etc., qui sont notamment présentes sur les forums incel. Mais on peut aussi retrouver de l'essentialisme biologique, plus répandu sur les TikTok, proposant des conseils en matière de rencontres notamment. Et donc, cette manosphère, elle est guidée par ces influenceurs misogynes qui créent un récit persuasif qui présente les changements sociétaux actuels comme une menace directe pour le statut et l'identité des jeunes hommes. Et ils utilisent un langage et des images fortes pour déclencher des émotions comme la peur, la colère et aussi un sentiment d'urgence. Et en suivant ces règles, ces normes et ces repères visuels stricts, la manosphère, elle dicte aux hommes ce qu'ils doivent faire pour réussir et obtenir du pouvoir dans la société et souvent sur les femmes. Et donc, comme l'explique Cécile Simons dans son article pour Zone Critique, le projet d'amélioration de soi promu par les influenceurs masculinistes, en France comme en Amérique du Nord, il repose sur 3 aspects principaux. Le corps qui doit être optimisé par la musculation et des exercices d'autodiscipline, les femmes qui doivent être séduites et dominées, et l'indépendance financière qui doit être acquise en participant à des formes d'enrichissement en ligne, souvent prédatrices telles que les crypto-monnaies ou des investissements risqués en bourse. Et comment est-ce qu'ils parviennent à diffuser leurs idées, pourtant aussi repoussantes pour certaines personnes ? Comme le souligne la journaliste Pauline Ferrari qui a beaucoup enquêté sur les milieux masculinistes, elle dit du coup les masculinistes ils se sont beaucoup professionnalisés en même temps que l'influence et ce sont des très bons promoteurs et marketeurs et du coup pour faire passer leur message ils utilisent des forums de discussion, des stages mais aussi des séminaires ou des formations ou encore des séances de coaching personnalisées payantes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Donc le masculinisme, c'est aussi devenu un business qui profite sans scrupule de la naïveté et de la détresse affective et sexuelle des individus. Et donc on peut prendre justement l'exemple de Andrew Tate, qui avait créé la War Room, donc qui était un club qui cherchait à rassembler des hommes de 18 à 25 ans dans le monde entier et dont l'adhésion était aux alentours de $5,000. Et il avait également créé la Hustlers University, donc qui est une formation en ligne qui correspond à un programme qui permettait aux adhérents d'acquérir de la richesse contre $50 par mois. Le plus important dans toutes ces informations, c'est surtout d'éviter de tomber dans ce jeu de business. Et en fait, pour cela, il faut peut-être comprendre quelles sont les personnes les plus visées sur les réseaux sociaux. Eh bien oui, parce que du coup, ces discours, ils ont des conséquences très réelles sur la jeunesse, surtout masculine, puisque c'est la première cible. Et du coup, toujours d'après Pauline Ferrari, les plus vulnérables à ces discours, ce sont les adolescents confus qui rencontrent des difficultés affectives, scolaires ou familiales. Et en effet, c'est surtout des jeunes hommes qui souffrent d'isolement social qui sont visés et victimes de ces contenus, comme le montrent notamment 2 rapports de l'organisme de recherche appliquée Equimundo.
Centre pour les masculinités et la justice sociale, qui s'appelle du coup État des hommes américains d'Equimundo et Qu'est-ce que la manosphère. Et donc on voit que ces jeunes hommes, ils se tournent vers Internet pour trouver des communautés d'appartenance auxquelles s'identifier. Et ces jeunes hommes, ils ont aussi du mal à trouver des messages et des conseils clairs sur la masculinité. Et c'est pour ça du coup qu'ils se tournent vers Internet à la recherche de modèles et de réponses à leurs questions et aussi de liens sociaux. Et donc, selon Equimundo, les recherches les plus courantes, elles concernent des sujets comme les conseils amoureux, les finances, la forme physique, qui peuvent du coup, comme on a évoqué précédemment, constituer des portes d'entrée vers la manosphère. Et enfin, on peut interroger la responsabilité des plateformes dans la diffusion de ces contenus. En effet, de nombreuses organisations comme l'ONG féministe Equipop et également de nombreux utilisateurs mettent en garde contre ces contenus en ligne et luttent du coup contre ces derniers mis en avant par les plateformes, puisque une modération est possible. Par exemple, si on reprend l'exemple de Andrew Tate, il a été banni des différentes plateformes, mais cela a pris plusieurs années. Et en effet, donc, comme le dit Lucie Daniel, les mécanismes de modération de ces plateformes, ils sont souvent régis par des algorithmes qui eux-mêmes ont des biais sexistes. Et du coup, ces algorithmes nécessitent d'être repensés pour être plus transparents. Et enfin, Alice Apostoli, cofondatrice et co-directrice du think tank de l'Institut du genre en géopolitique à Paris, elle estime qu'il y a aussi un certain manque de sensibilisation à l'égalité homme-femme par les institutions publiques. Et elle pointe du doigt, par exemple, les cours d'éducation sexuelle et affective qui ne sont pas toujours forcément donnés, voire pas du tout dans certains pays. Et elle affirme qu'aujourd'hui, cette éducation, elle est assurée par les réseaux sociaux et que du coup, on laisse l'opportunité à des personnes malveillantes ou des personnes qui sont hostiles et misogynes de prendre cette place. Elsa vient de nous montrer en quoi le masculinisme est très présent et se développe grâce aux réseaux sociaux. Mais il est aussi important de rappeler qu'il existe des impacts dans la vie réelle. Anaëlle, quelle continuité trouve-t-on entre les réseaux et la vie de tous les jours ? Alors le masculinisme, ça se traduit par des paroles mais aussi des actes. Si on veut réellement revenir aux origines de ce qu'on appelle un féminicide, il faut d'abord le définir. Alors selon le dictionnaire, c'est l'homicide d'une femme, d'une jeune ou d'un enfant en raison de son sexe. Et selon les autrices Jill Radford et Diana Russell dans Nommer le féminicide, c'est le meurtre misogyne des femmes par des hommes. D'après cette définition, depuis quand les féminicides existent-ils ? Alors si on voit les féminicides dans ce sens, on peut directement remonter au XVe siècle, de 1450 à 1650, avec la chasse aux sorcières. Les femmes dites sorcières, en raison de leur sexe, sont brûlées au bûcher. Alors cette chasse aux sorcières qui touche les pays européens et l'Amérique du Nord est un véritable instrument de domination des hommes sur les femmes, sous la menace du bûcher. On compte 200 000 exécutions durant ce féminicide de masse. Et comment la société évolue-t-elle sur la question de la femme et des féminicides ? Comment les masculinistes réagissent-ils ? Alors avec l'évolution de la société et la naissance des mouvements féministes, la société a pu avancer et se défait petit à petit de ce contrôle et de la société patriarcale. Néanmoins, la naissance des mouvements féministes a créé en réaction les mouvements masculinistes. La violence et la haine qui émanent de ce mouvement misogyne a pu avoir et continue d'avoir des conséquences et souvent sous une forme très violente. Il y a eu notamment un événement marquant en décembre 1989 à l'école polytechnique au Canada avec une tuerie masculiniste. En effet, cette tuerie représente un élément déclencheur pour les mouvements masculinistes. Alors que le milieu de l'ingénierie se féminise progressivement, Marc Lépine, un jeune âgé de 25 ans, pénètre dans l'enceinte de l'école et tue 14 femmes avant de se suicider. Revendiquant un acte politique, il déclare dans une lettre vouloir s'en prendre aux féministes. Il met en exergue les raisons de l'attaque, comme la colère envers les féministes, qui chercheraient à, je cite, « conserver les avantages des femmes tout en s'accaparant ceux des hommes ». Quelles conséquences cette tuerie a-t-elle eu ? Cette tuerie, que l'on peut qualifier de féminicide, qui a choqué le Canada, a aussi été la reconnaissance et la diffusion de mouvements masculinistes et antiféministes. D'autres violences et meurtres de ce type ont eu lieu au Canada, et l'acte de Marc Lépine a été un exemple et l'ouverture d'une menace que l'on peut qualifier de terroriste. Ces tueries de masse sont impressionnantes et marquantes, mais chaque année, chaque jour, de nombreux féminicides plus banalisés ont lieu au sein des familles. Le masculinisme a un rôle à jouer dans cela. Alors oui, pour autant, ces féminicides de masse, qui ont un important écho médiatique, n'effacent pas les féminicides quotidiens au sein des foyers. En effet, le masculinisme, cette idéologie misogyne qui crie à l'émasculation ou à la crise de la masculinité, prône un retour à un système de domination de l'homme sur la femme et de manière radicale. Cette domination, elle passe par un retour au contrôle de la femme et se traduit notamment par des violences conjugales. Alors que l'association Nous Toutes recense 128 féminicides sur le territoire français sur la période de 2024, ces crimes ils traduisent aussi les dérives du masculinisme à travers des meurtres, des violences des hommes contre les femmes.
Le nombre de victimes de violences conjugales enregistrées a plus que doublé depuis le mouvement MeToo en 2016, selon le ministère de l'Intérieur, ce qui traduit encore l'augmentation de la violence masculiniste en réaction au mouvement féministe. Et tu as un exemple concret ? Alors, il y a le cas de Michael Filatas en France, dont le procès s'est déroulé en 2024. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de son ex-compagne. Avant de la tuer, cet autoproclamé coach en séduction dispensait ses théories misogynes sur sa chaîne YouTube et fréquentait des réseaux masculinistes. Ce sont des féminicides quotidiens qui cachent alors une véritable idéologie masculiniste qui s'articule et se diffuse entre les hommes par le biais des réseaux sociaux. Pour finir, nous pensions qu'il était important de rappeler que face à ce phénomène dangereux, il est possible d'agir pour éviter qu'il ne se propage. Donc Binta, quelles sont les solutions et les perspectives qui sont face à nous ? Face à ce phénomène, en effet, que pouvons-nous faire ? Il est crucial d'avoir des conversations précoces sur les relations saines, les relations entre sexes et les stéréotypes de genre. Il est important de déconstruire les idées reçues et les généralisations sur les femmes et les hommes. L'éducation aux médias et à l'esprit critique est donc essentielle pour aider les jeunes à décoder les messages de la manosphère et à ne pas se laisser manipuler. Il est nécessaire de proposer des alternatives positives et d'aider les jeunes hommes à trouver des modèles sains et des communautés de soutien. Il est également important de travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi des jeunes garçons afin qu'ils ne soient pas aussi vulnérables au discours de la manosphère. La manosphère est donc un défi complexe qui nécessite une approche multidimensionnelle. Il est essentiel de comprendre son langage, sa culture populaire et son impact pour lutter contre la misogynie et la haine en ligne. L'avenir de nos sociétés est donc en jeu. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Nous avons d'autres épisodes si ça vous intéresse sur les plateformes de streaming. Et bien sûr, on reviendra vers vous pour d'autres épisodes dans le futur. Si vous voulez soutenir notre association, faites un don sur lelilbertin.fr/don. Et je remercie toute l'équipe qui a participé à ce podcast. Bonne journée et au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir.